C'est vraiment un phénomène actuel de gens qui se questionnent sur mais au fait, pourquoi je fais ce métier? Pourquoi j'apprends celui-là? Pourquoi je fais ci et ça? Et des gens qui sont véritablement en quête de sens et qui trouvent plus matière, on va dire, dans leur parcours. Moi, je l'ai vu pas mal chez des étudiants qui font des études longues et coûteuses, qui s'arrêtent en plein milieu. C'est bizarre. Emmanuelle et Didier, bonjour. Bonjour. Alors, je suis très heureux que vous puissiez m'accueillir dans votre écodomaine de l'étrier. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, on va parler du campus tout à l'heure, mais avant, je voulais savoir un petit peu votre parcours et puis comment vous en êtes arrivé à habiter ici. L'origine du projet. Donc ça fait maintenant 15 ans qu'on est à l'écodomaine de l'étrier. Avant, on a fait 12 ans déjà, ouais. 12 ans, on était tous les deux ingénieurs, dans l'aéronautique pour ma part et dans la chimie pour Emmanuel. On a restauré deux maisons de pays, et là on a fait des choses avec nos mains, on a adoré ça, faire ensemble la restauration de deux maisons. Puis nos filles sont arrivées, 3 filles, et là on s'est dit peut-être que on peut travailler plus ce sujet-là, les savoir-faire ancestraux, l'éco-construction. On avait plein de choses à découvrir, et donc on s'est dit tiens, on trouve un nouveau site pour développer tout ça. On a cherché, on a trouvé l'écodomaine, donc au sud de Rennes, à Bru, et sur 3 hectares de la forêt, du bâti avec de l'histoire, ça c'était important. D'accord, oui, c'est ça. Je me demandais un petit peu l'histoire de ce domaine. C'est quoi la genèse? C'est une ancienne ferme, mais historiquement, ça a même été un manoir. D'accord. Et puis, il y a la chapelle oui, là il y a en cette fond. chapelle, Enfin, vous voyez, voilà. Encore un peu debout, avec un arbre qui pousse au milieu. Une ancienne ferme qui a été exploitée en polyculture pendant beaucoup d'années. Et nous, quand on arrive, la ferme est en sommeil depuis déjà 3 ou 4 ans. On est en zone naturelle, mais aussi en zone inondable, avec des bâtiments vétustes pour les activités agricoles modernes d'aujourd'hui, en fait. Et donc, nous, on arrive avec un projet qui cherche un lieu, et ben ça tombe bien, le lieu, il est là. Ça sera plus une ferme, ça sera une autre activité. D'accord. Et donc, on expérimente énormément de choses. L'idée, c'est de travailler sur place, le plus possible en lien avec le territoire, avec les acteurs du territoire. Donc on fait rapidement connaissance avec les gens du cru, on va dire, les habitants, mais aussi les institutions, les professionnels. On se forme nous-mêmes. On se reforme nous-mêmes, effectivement. La LPO, Ligue de protection des oiseaux, qui nous a formés pendant plusieurs années. D'accord. Intéressant, Ah oui, pour c'est découvrir un intéressant. petit peu le potentiel du site. En termes de faune et de flore, mais après éco-construction, puisqu'on a beaucoup de bâtis, du coup beaucoup de travaux à faire aussi. On contacte des artisans, on fait des stages pour réapprendre des techniques soit anciennes, soit en tout cas on va dire durables. Et gentiment, on inclut aussi pas mal une composante artistique, parce que ça c'était quelque chose qu'on vivait absolument pas dans notre vie d'avant, ou en tout cas pas suffisamment. Et comme on a une grange qui peut accueillir des expos, des concerts, des spectacles, c'est l'occasion de développer aussi ce volet-là. On accueille des coworkers, on accueille des porteurs de projets, des gens qui
cherche un petit bout de terrain ou un petit bout de bâtiment pour essayer telle ou telle activité. Alors on a eu quelqu'un qui torréfiait du café, quelqu'un qui faisait de l'éco-paysage, quelqu'un qui faisait du graphisme et design, et j'en passe. On distribue des produits locaux aussi, on accueille des groupes, soit des scolaires au début, pour tout ce qui est éducation à l'environnement. D'accord. Parce qu'à l'époque où on est arrivé, c'était encore assez peu présent. Et on estimait que pour aller, entre guillemets, dans le bon sens au niveau environnemental, il fallait commencer chez les petits. Et puis gentiment, les parents qui accompagnent nous disent « mais vous faites pas la même chose pour les adultes ?» Mais si, on fait des séminaires. Donc on accueille aussi des séminaires, des adultes qui veulent venir soit se mettre au vert le temps d'une réunion, soit carrément faire un stage, soit sur les plantes sauvages, sur les techniques d'éco-construction, des choses comme ça. D'accord. Oui, donc ça fait 15 ans, c'est ça, vous m'avez dit, hein, c'est ça. Donc oui, effectivement, ce campus dont on va parler tout à l'heure, il n'est pas né par hasard. Donc c'est toute une expérience d'avant, et puis l'expérience de ces 15 ans, effectivement, avec l'accueil de... Il y a aussi des chantiers participatifs, je crois, que tu as fait. Le campus, c'est l'aboutissement de tous les sujets qu'on a développés. On les réunit, on a identifié des thèmes, et l'idée c'est de comment on pourrait accueillir des jeunes pour les former pour le monde de demain. Donc on a repris tous nos thèmes depuis 15 ans, on les a structurés et définis en modules, mais ça on va en reparler. Et l'éco-construction avec les chantiers participatifs, c'est au cœur du début de faire des choses avec ses mains, de se réapproprier la notion de création et de faire. De faire, oui, tout à fait. Oui, cette notion de terre aussi est importante, ça aussi. Avec la partie agroécologie, tout à fait. Oui, tout à fait. Bon, on va en parler, je vous propose d'en parler. Là, le soleil commence à descendre petit à petit. Donc ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on aille se réchauffer un petit peu, en prenant une petite tisane, un petit thé, quelque chose, voilà. Et puis, c'est parti, on y va. Vous l'avez complètement Restauré. Donc il y a écurie ici, étable, la grange derrière moi, la porcherie par là. Bref, tout ce qu'il fallait dans une bonne ferme, quoi. Super. Vas-y, je t'en prie. C'est meilleur ici. Ah bah voilà, quelque chose qui est très agréable quand on a fait une bonne balade. C'est un petit feu. Maintenant, donc, nous sommes là aujourd'hui donc, pour parler de ce campus. C'est vrai que c'est un projet qui m'a vraiment interpellé dans cette notion justement de réapprendre à apprendre. Et je voulais savoir un peu d'où est née l'idée de créer ce lieu, ce campus, ici. Et oui, alors comme on t'expliquait tout à l'heure, en fait, on a accueilli ici pas mal de gens, des scolaires, de tout niveau, depuis la maternelle jusqu'à des étudiants, des séminaires, d'entreprises. Donc on a eu, on va dire, une vision de ce que peuvent vivre les groupes qui travaillent ensemble, qui apprennent, qui essayent d'évoluer aussi. On a eu l'occasion, tous les deux, d'aller donner des formations à l'extérieur, dans des grandes écoles d'ingénieurs, dans des différentes structures de formation, aussi bien des gens avec des études longues que des gens avec des parcours professionnalisants, avec de la pratique. Donc on a eu aussi la vision de qu'est-ce que ça veut dire apprendre et apprendre pourquoi. On a eu énormément de gens à passer nous voir, interpellés par donc le changement de vie qu'on a opéré en fait, et qui se questionnent, et je pense que c'est vraiment un phénomène actuel de gens qui se questionnent sur mais au fait, pourquoi je fais ce métier? Pourquoi j'apprends celui-là? Pourquoi je fais ci et ça? Et des gens qui sont véritablement en quête de sens et qui trouvent plus matière, on va dire, dans leur parcours. Moi, je l'ai vu pas mal chez des étudiants qui font des études longues et coûteuses, qui s'arrêtent en plein milieu. C'est bizarre. Donc, ils ont dépensé beaucoup, à la fois d'argent et à la fois d'investissement personnel, puis ils arrêtent comme ça, parce que ça n'a pas de sens pour eux. Et surtout, le dernier, on va dire le dernier levier qui nous a fait pencher, c'est qu'on a accompagné nos enfants en instruction en famille pendant une dizaine d'années, jusqu'au baccalauréat, et en fait, on se dit, l'instruction en famille, c'était chouette, on touche à tout, on pratique, on fait des projets en vrai,
On n'apprend pas que dans des livres, on vit des expériences. Et qu'est-ce que c'est l'instruction en famille après le bac, en fait? Et tout ça mélangé, en fait, ça nous donne l'idée de « Ah, mais en fait, on pourrait structurer cette chose-là. » Comme disait Didier, on a fait venir pas mal d'intervenants aussi sur différentes thématiques. On a proposé beaucoup de formations, de stages, etc. Est-ce qu'on arrive à structurer tout ça pour faire un format campus pour des gens qui veulent apprendre d'une autre manière peut-être, ou en tout cas dans plein de domaines différents, à leur rythme, et sans la pression des notes, des dossiers, des rendus, etc. Mais quand même ancrés. Oui, c'est ça qui est intéressant, justement, cette notion d'alternative à apprendre, parce que c'est vrai que souvent il y a des gens qui ont vraiment, qui ont des aptitudes dans plusieurs domaines, mais qui ont du mal, non pas que la méthode soit pas bien, mais elle ne correspond pas forcément à leur sensibilité, à leur façon d'apprendre, en fin de compte. Et c'est vrai que ça, c'est pour ça que ça m'a interpellé aussi, parce que justement, on est à l'écoute de la personne elle-même, et petit à petit, les choses peuvent se construire de manière beaucoup plus positive. Et puis, on a plus cette notion de peur de l'échec aussi. C'est-à-dire qu'on fait bien sûr un essai et puis ça marche ou ça marche pas, mais c'est pas grave puisqu'on apprend en fin de compte de cette erreur, d'après ce que j'ai compris, quoi. Or, vous me dites si je dis des bêtises, bien sûr. Alors, quand on parle d'une pédagogie ancrée dans le vivant et les saisons, donc ça c'est intéressant. Pourquoi vous avez choisi justement de structurer ça autour des saisons, du côté été, printemps, automne, hiver? Pourquoi les saisons? Eh bien, tu vois, là, on est en hiver, il neige. Si tu as regardé un peu la nature autour de toi, tu as vu que les petits oiseaux, ils sortent le bout de leur nez pour picorer, puis ils vont se reclure. Les écureuils hibernent. Toutes ces petites bêtes, et même la sève des arbres est redescendue. En gros, on est dans une période de dormance. Les jours sont plus courts, on n'a pas toute l'énergie qu'on a en été. Du coup, de travailler aux mêmes horaires et avec le même rythme qu'au mois d'août, ça n'a pas nécessairement le même sens. Ça n'a pas le même sens en fait, ou ça n'a pas sens, je veux dire. Et du coup, l'idée de se caler sur le rythme des saisons, c'est d'être aussi en lien avec la nature en général, en fait. On peut faire émerger des projets au printemps et été quand on est plein d'énergie, puis à l'automne et l'hiver, on peut se recentrer sur soi, sur la maturation des projets à venir, on va dire la digestion des projets passés, faire les bilans, etc. Mais tranquillement et peut-être avec un rythme moins soutenu ou moins effréné que à la belle saison, par exemple. Une forme de pause, quoi, en fin de compte, de recentrage, comme tu dis. C'est ça. Et puis vraiment en harmonie avec le vivant, être calé sur ce qui nous entoure. Quand il fait jour à 5h du matin, tu as plus la pêche pour sortir et faire des choses que si il fait nuit jusqu'à 8-9 heures, c'est... Oui, tout à fait. Ouais. C'est ça qui m'a intéressé aussi, parce que quand on observe on va dire le rythme de notre société, eh bien, l'hiver, l'automne, le printemps aussi, mais l'hiver, l'automne, on travaille beaucoup. C'est là où on s'active beaucoup, etc. Et quand vient l'été, c'est là où on se repose. Alors que, logiquement, ce serait plutôt l'inverse. C'est-à-dire que le printemps, l'été, c'est là où, justement, on est porteur d'action, de projets, de tout ce dont on a envie de faire, d'élaborer ou de créer. Et puis, effectivement, l'hiver, c'est là où on va être plus en retrait, dans le sens où on va maturer certaines choses, et puis se reposer, pour le coup, quoi. Et éviter de puiser dans des réserves aussi. Parce qu'en fait, c'est ça, quand tu travailles beaucoup l'hiver et que tu n'as pas l'énergie du soleil autour de toi, tu vas puiser dans des réserves, je pense. Tu vas vraiment taper dans tes ressources, en fait. Non, c'est important, c'est vrai. Et est-ce qu'il faut vraiment avoir un projet bien défini, ou est-ce que, justement, on peut venir pour clarifier un peu ses aspirations
Alors, dernièrement, on a accueilli beaucoup de jeunes ou moins jeunes en chantier participatif. On avait lancé ça il y a quelques années, ça avait moins bien marché. Et là, cette année, ça a bien fonctionné. Il y a des gens de tous horizons, mais avec une idée derrière la tête. Ils sont venus pour apprendre des choses. Donc, on a fait un chantier couverture, on a fait un chantier chaud-chambre. Ils venaient pour apprendre, mais ils venaient aussi pour créer du lien et raconter un petit peu leurs doutes ou leurs questionnements avec et nous on était à l'écoute et on prenait le temps de manger le midi ensemble, on a échangé beaucoup et on a bien senti des besoins, mais ponctuels, même si ça allait du bac jusqu'au bac plus 5, mais même des ingénieurs qui venaient pour faire des choses avec leurs mains, on sentait qu'ils exprimaient un besoin d'asseoir, de se poser, d'asseoir leur projet. Donc on les écoutait. Il y en a qui ont maturé des choses. Enfin, donc le campus vient de toutes nos 15 ans d'expérience, mais les chantiers ont permis de dire mais non, les gens ont besoin de faire des choses avec leurs mains, mais de se projeter avec un projet derrière. Donc le campus, on se structure avec des pôles de compétences, on va en parler, mais on l'ouvre aussi sur l'extérieur avec un peu comme ce mode chantier participatif, ou des journées à thème en formation. Et là, les gens peuvent venir participer à ces journées-là, même s'ils ils sont pas dans le cursus campus. Oui, c'est ça. C'est pas que pour des gens qui veulent faire, on va dire, le cursus, mais aussi des gens qui viennent de manière ponctuelle, en fin de compte. À condition, bien sûr, qu'ils aient un projet un projet à court terme, on va dire. Ça résonne un peu avec le concept de Freinet, qui disait que il faisait l'école avec tout le village. C'est-à-dire que les enfants n'étaient pas uniquement enfermés dans la classe, mais la classe était ouverte et les artisans pouvaient venir montrer leur savoir-faire, partager des choses avec les enfants. Les enfants pouvaient aller visiter tel ou tel commerçant, artisan du village. Et en gros, c'était un peu ça l'idée. On n'est pas reclus, au contraire, l'idée c'est que ce soit ouvert sur le monde en fait. Ouais, dans les deux sens, parce que les étudiants potentiels du campus peuvent aussi avoir des choses à apporter à l'extérieur pour qu'ils apportent à leur territoire ou qu'ils apportent à la société en général. C'est un peu l'idée aussi. Oui, c'est marrant parce que je le fais un rapprochement avec, on va dire, en tant que praticien, et puis même au niveau de la danse, mais la vie c'est le mouvement. Donc ce que tu décris là, en fin de compte, c'est vraiment cette notion de mouvement dans un sens comme dans l'autre, de façon à ce que le vivant, en fin de compte, puisse vraiment émerger de manière naturelle. Donc si j'ai bien compris, il y a 6 pôles de compétences, dont la première est pratique et technique. Justement, j'avais une question là-dessus. Pourquoi avoir regroupé donc éco-construction, agroécologie et low-tech sous le même pôle? Est-ce qu'il y a un fil rouge ou peut-être pas forcément non plus? C'est les choses qui émergent des chantiers participatifs, où là on se pose sur le site, on regarde comment le site est constitué. Et donc il y a du vivant, il y a de la pierre, et comment on met en scène en relation en scène ces sujets-là, et comment on observe et comment on intervient sur ces deux sujets en même temps. Donc l'agroécologie pour produire et l'éco-construction pour se créer son nid, être autonome, se protéger logement. D'accord, ok. Et le low-tech, c'est une notion de recyclage peut-être de choses qui sont déjà là et sur lesquelles on peut... on va dire, on a une experte low-tech. Alors, expert, c'est un peu fumeux, mais à la base, on est ingénieurs tous les deux. Et on a travaillé évidemment dans l'industrie, et aujourd'hui les écoles d'ingénieurs forment des gens pour aller travailler globalement dans l'industrie. Et moi j'aime cette approche un peu Léonard de Vinci, qui à l'époque ne connaissait pas l'industrie et qui pourtant a inventé tout un tas de choses. Pour moi les low-tech ce serait un peu relié à ça, c'est-à-dire comment faire avec les moyens du bord, comment faire des choses qui sont
quand même techniques pour certaines, hein, qui vont vraiment faire appel à des phénomènes physiques ou physico-chimiques. Mais donc ça veut dire avoir une connaissance technique, mais arriver à trouver des solutions avec 3 bouts de ficelle, j'ai envie de dire parfois. Sachant que dans le monde qui s'écrit aujourd'hui, il y a beaucoup de défis à relever, notamment au niveau de la consommation énergétique, l'empreinte environnementale, etc. Donc la low-tech, ça répond vraiment à ça. Et pour rebondir sur ce que vient de dire Didier, que ce soit low-tech ou agroécologie, éco-construction, tout ça en fait c'est vraiment des pratiques qu'on pourrait reléguer au rayon de pratiques manuelles, mais non, à un moment donné, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont réfléchi à comment on peut faire ci de la façon la plus optimale, de comment on peut trouver des solutions simples, avec peu de moyens et avec une empreinte le plus discrète possible. En identifiant les ressources du site aussi. Ça fait 15 ans qu'on est ici, on a identifié. Si on veut chercher de la terre pour étaler sur les murs, on sait où la trouver. Donc le lien est là. C'est ça, ouais. Il y a une différence avec le recyclage ou pas, ou est-ce que c'est vraiment intimement lié? C'est quand même... Alors, le recyclage serait une des ressources du low-tech ou de la low-tech. D'accord. Mais la low-tech, c'est pas exclusivement basé sur le recyclage. Tu peux trouver des solutions low-tech... j'ai envie de dire, sans nécessairement faire appel au recyclage. La low-tech, en fait, elle vient vraiment poser la question du techno-discernement. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a des technologies et des technicités très abouties, ou très avancées toujours. Est-ce qu'on est obligé d'avoir recours à ces technologies en tout lieu et en tout temps. J'ai vu qu'il existait des petites puces qu'on met dans les frigos pour savoir quand le réfrigérateur est vide, hop, il passe la commande directement pour que tu sois livré en débitant sur ton compte en banque. C'est pas low-tech. Ça fait appel à des métaux rares, ça fait appel à enfin, ça fait du déchet électronique en fait, alors que tu as juste à ouvrir ton frigo et dire faudrait peut-être que je me bouge pour aller faire les courses en fait. Oui, et ça marche ça. aussi. Oui. Quoi. Il y a un côté pragmatique en fait, voilà, c'est ça. Et logique, et de bon sens. C'est ça. Ça vient vraiment faire appel au bon sens et au techno-discernement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais pas, par exemple dans le domaine médical, on a des technologies très avancées qui sauvent des vies. Ce serait trop bête de s'en priver. On sait qu'elles existent, on sait les utiliser, mais maintenant, à bon escient, en fait. Oui, ça. Oui. On va y venir petit à petit à cette notion de discernement, en fin de compte, discerner ce qui est indispensable et ce qui n'est pas. Ou moins, en tout cas. Du coup, ça change un petit peu le rapport au monde. Pas complètement. On a mis du temps à changer notre rapport au monde quand même. Ça s'est pas fait en un jour, quoi. Oui, c'est ça. Oui. La transition de notre vie d'avant à notre vie d'aujourd'hui, c'est le fruit de pas mal de réflexion, expérience, documentation. C'est beaucoup documenté aussi. Et on pourrait se dire, pourtant on a fait 5 ans d'études. Eh ben oui, mais d'aller se documenter ailleurs autrement aussi. D'essayer des choses, de vérifier des choses par nous-mêmes. Et puis d'apprendre aussi à se libérer d'analyser de nouveau notre besoin, de se poser des questions en permanence sur quel est notre réel besoin en termes de consommation, en termes de mobilité, en termes d'alimentation, allant jusqu'aux soins à notre corps, comment en fonction de nos âges, comment on gère des petits soucis de santé ou des choses comme ça, se poser des questions. C'est au fur et à mesure de nos évolutions qu'on se reposait de nouvelles questions. Oui, tout à fait, oui. Et essayer d'éliminer le superflu, en fait. Globalement, c'est quand même ça l'idée, je crois, qui s'est... Prise de hauteur et résilience. Oui, c'est ça, oui. Ça me vient comme ça, mais souvent, il y a des gens qui cherchent plutôt des problèmes aux solutions. Là, on va chercher plutôt des solutions à d'éventuelles problématiques. Oui, c'est ça. Je sais qu'il y a le deuxième pôle aussi, qui est le pôle culture et pensée critique, justement. On y vient. Alors, on parlait de philosophie vivante.
et de critique des récits dominants. En quoi c'est essentiel aujourd'hui ? Tu vois le récit dominant de la techno à tout bout de champ, de faire de l'argent, d'exploiter la nature, le vivant en général. Ce récit, avec l'ère industrielle, on va dire, globalement, il a fleuri partout et fort, mais on se rend compte que il a des effets délétères en fait. Et peut-être que si on abordait la question d'un autre point de vue et que finalement le bonheur c'est peut-être pas avoir un compte en banque qui déborde et des puces dans ton frigo pour aller faire tes courses. Peut-être que en fait il y a d'autres choses qui procurent le bonheur et l'épanouissement et qui sont beaucoup plus soutenables, on va dire, pour le vivant et l'environnement autour. Oui. Donc ça veut dire qu'il faut réfléchir à ces récits qu'on peut raconter, partager, inventer aussi, pour savoir vers où on veut aller. Si on te dit le monde c'est une dystopie, dans quelques années ce sera, je sais pas, Mad Max là, ces trucs qui font peur, mais personne n'a envie d'aller vers ça. Mais si on te dépeint un monde à venir avec des gens épanouis et puis une nature florissante, comment on peut aller vers ça ? Et hop, on cherche le mode d'emploi pour y aller en fait. Du coup, l'importance du récit, elle est là, de donner envie en fait. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que, c'est vrai qu'en tant que praticien aussi, c'est la même chose, c'est-à-dire cette notion d'esprit critique et de discernement, parce que, par exemple, en Yukido, on pourrait tout de suite croire qu'il y a de la magie dedans, alors que c'est absolument pas magique. C'est vraiment juste une perception fine de l'écoute du corps, de cette sensibilité, en fin de compte, au corps. Et quand on est vraiment à l'écoute, eh bien, effectivement, il y a tout un champ qui s'ouvre sur lequel, en fin de compte, de prime abord, on ne pourrait même pas soupçonner, quoi. Et là, c'est un petit peu ce que je sens, c'est-à-dire que on a plein de choses à portée de main sur lesquelles on a du mal un petit peu à savoir quoi en faire. Et arrivé à un moment, effectivement, ça devient compliqué parce que les ressources, elles sont pas inépuisables et il faut, sans rentrer dans le côté extrême, parce que de toute façon, de fait, on pollue le fait qu'on soit là, mais on peut avoir du bon sens. Et c'est le bon sens, en fin de compte, qui fait la différence. Enfin, c'est l'impression que ça me donne quand je vous écoute. C'est ça. Les stagiaires qui viennent chez nous sentent quelque chose, mais ne savent pas comment cheminer vers cette espèce d'intuition de j'ai envie d'aller quelque part, mais est-ce que c'est la bonne direction ? L'idée du campus, c'est d'asseoir, de communiquer, d'échanger et de construire des alternatives ou de soutenir des projets qui font sens en échangeant tous ensemble. Chacun peut apporter, et c'est là où c'est une notion un peu nouvelle. Chacun apporte et contribue à développer les projets de chacun. Oui, c'est ça. Oui, il y a une sorte pas de collaboration parce que ça fait un peu trop entreprise, mais en fonction des compétences. Co-création, coévolution. Voilà, ouais. coévolution, quelque chose comme ça. Ouais, complètement. Ouais. Et pour revenir sur ton idée à la fois de discernement et de toucher sensible, on va dire, le cursus qu'on propose est quand même beaucoup basé sur du faire. Sur du ressenti réel par l'expérience, mais à un moment donné, est-ce que ton ressenti c'est vraiment ce que tu ressens ou est-ce que c'est toi qui te fais une idée et c'est là où tu as besoin de discernement, comme tu décris dans le Yukido en fait, où tu as besoin de savoir si c'est une vraie perception, c'est du tangible ou c'est toi qui fabules en fait. C'était ça. Oui, complètement. C'est là, effectivement, que tous ces pôles sont importants, parce que ça permet vraiment d'apporter de l'eau à son moulin, pour mieux comprendre. Parce que c'est vrai qu'on a
même sans le savoir, des fois on peut être sur des croyances, de par notre éducation, de par notre environnement social, culturel, etc. quoi, et s'apercevoir peut-être 20, 30 ans après que, compte, c'était pas bon, quoi. Le Père Noël n'existe pas. Et non, le Père Noël, ceci dit, on ne peut pas prouver que le Père Noël n'existe pas non plus. C'est problématique. Et bien ça fait partie des choses qui nous ont beaucoup questionnés, puisque dans nos études, on recevait un savoir descendant, tu vois, où c'était des gens sachants qui transmettaient à des jeunes, et c'était très bien. Sauf que à un moment donné, moi j'ai eu envie de vérifier. On nous dit des choses. Je remets pas en question ce qui m'a été dit, c'est pas dans ce sens-là, mais j'ai envie de le palper par moi-même en fait. Et les choses que tu as expérimentées par toi-même et que tu as expérimentées avec tes sens, elles sont beaucoup plus ancrées en toi en fait. Je pense tout ce que tu as... voilà, je sais pas, tu avais ta tasse tout à l'heure, le chaud ça brûle. Quand tu l'as vécu, tu t'en rappelles bien et ton corps s'en souvient tellement bien que t'as pas besoin de refaire ça plusieurs fois. Ouais, voilà, c'est ça. Tout à fait. Ouais, et donc c'est un peu l'idée de proposer à nos participants de ancrer dans leurs sensations les choses qu'ils apprennent en fait, et que ce soit pas uniquement mental en fait. Si ton cerveau a une défaillance de mémorisation, que sais-je, et ton corps lui s'en souvient en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, complètement. Alors, il y a aussi un troisième pôle qui est l'autonomie, la vie pratique. Alors, c'est pareil ici. La question que je me posais, c'est pourquoi vous avez regroupé aussi cette notion de soins naturels, autonomie numérique, et puis de gestion aussi des ressources. Est-ce qu'il y a un lien avec toutes ces compétences, ou c'est vraiment des choses à parcourir, même si c'est pas forcément lié entre elles plutôt? Le maître mot, c'était l'autonomie. Donc ici, on a des bâtiments, on a de l'eau et on consomme de l'électricité. Donc on s'est concentré sur nos ressources, qu'est-ce qu'on a et comment on les exploite, et ce qui nous manque, comment aller les chercher. Et ça va jusqu'à l'autonomie, se nourrir, mais aussi prendre soin de son corps. Et on parle de tablettes, on parle de numérique à outrance, mais ça tu peux peut-être en parler mieux que moi, de sobriété en termes de numérique. Ça fonctionne aussi quand on voit les ravages que ça peut faire. Oui, tout à fait, complètement. On parlait des terrains, justement. Par exemple, oui, le techno-discernement. Encore une fois, est-ce que j'ai besoin de 12 tablettes? Non, peut-être qu'un ordi suffit, qu'on peut le partager. Et dans l'autonomie, il y a aussi l'autonomie vis-à-vis on va dire, des réseaux actuellement, en fait. Je ne sais pas si tu as déjà eu une coupure d'Internet. Comment je fais? Comment on fait, en fait? Il y a des gens qui ont inventé des choses pour avoir accès quand même à un minimum de réseau pour les communications, pour Internet notamment, par exemple. En gros, ça vient questionner aussi notre résilience. Comment on apprend à se passer si tu as une coupure de courant pendant 2 jours, est-ce que tu arrives à t'en sortir? Pareil, si là on a eu des problèmes d'eau l'année dernière, avec des inondations, l'eau n'était plus potable au robinet, comment tu gères, etc. Et donc de savoir, c'est pas pour se marginaliser, mais c'est pour être résilient en cas de crise, quoi. Oui, c'est ça. Oui, en cas de crise, et puis même dans le quotidien aussi, c'est intéressant aussi de se dire qu'on peut très bien se passer de ça, parce que c'est... Voilà. Et ça peut aussi permettre, si occasionnellement on peut avoir accès à quelque chose, peut-être de mieux l'apprécier aussi. Oui, et après, de façon tout à fait terre à terre, tu as parlé de soins naturels, mais on parle d'alimentation aussi. C'est comment fonctionne mon corps, comment je ressens quand je mange ci, ou que je mange pas ça, ou que je dors comme ci ou comme ça. Donc là, on va se rapprocher de ta pratique, véritablement, de ressentir vraiment et sincèrement ce que tu fais à ton corps ou ce que tu lui fais pas, pour savoir si tu vas dans la bonne direction aussi. Donc je suis pas en train de dire qu'il faut s'affranchir des médecines conventionnelles, pas du tout, mais
être à l'écoute pour ajuster le tir. Oui. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Cette notion-là, souvent, on n'est pas suffisamment à l'écoute. C'est vrai qu'on est un peu plus dans la tête que dans le corps. Et c'est vrai que cette notion de corps-esprit, enfin, est importante. Et peut-être que, bien au contraire, on pourrait faire l'économie d'interventions plus lourdes si en amont on avait été un peu plus à l'écoute de soi et on avait pris effectivement par exemple au niveau alimentation, c'est vrai que dans notre société le diabète, le cholestérol, toutes ces choses-là en fin de compte peuvent être amoindries dans le temps pour certaines personnes qui effectivement en souffrent, quoi. Mm-hmm. Voilà. Mais bien sûr, sans rentrer dans la notion extrême, etc. Parce que c'est vrai que souvent, on a tendance un peu à switcher en disant oui, dans l'extrême, etc. Non, là, on parle de bon sens, si j'ai bien compris. Ouais, puis de raisonner, en fait. T'as la théorie, t'as appris à l'école, la digestion, ça marche comme ci, la respiration, ça marche comme ça, ok. Maintenant, ta digestion à toi, elle marche pas forcément pareil que la mienne, exactement. Il y a des choses qui vont passer chez toi que moi, je vais pas pouvoir digérer. Et donc, c'est là où le ressenti est vraiment nécessaire, que le corps, il exprime des choses, ou en tout cas, il signale des choses, il faut savoir y prêter attention et essayer autant que possible les interpréter dans le bon sens, en tout cas. Oui, complètement. Donc, on va passer donc au 4e pôle. Je voulais savoir aussi, donc là on est plutôt dans la notion de coopération et de vivre ensemble. On en a parlé un petit peu, mais on va approfondir un peu la chose. Et là, la question que je me posais, c'est cette notion justement de gouvernance partagée, d'accord, et d'intelligence collective. Est-ce qu'elles sont cruciales aujourd'hui, à notre époque ? Bah oui. Oh. Ah oui. Ah bon, pourquoi ? Ah bon, pourquoi ? Alors, je vais prendre un exemple très récent que j'ai vécu avec un groupe de jeunes sur lequel on travaillait sur le choix d'un projet. On avait 5-6 projets au choix et donc chacun a voté pour son projet préféré et comme attendu, tu te doutes bien qu'il y avait autant de participants pour chaque projet, donc impossible de définir la majorité. On a refait un vote en se disant allez, on va voter pour la majorité, puis en fait on s'est dit mais non, c'est très idiot parce que la minorité qui n'adhère pas à ces projets-là va pas vouloir jouer. Et là, on s'est posé la question tous ensemble, et là a émergé une solution géniale d'un des jeunes qui était là, et qui a dit, mais attends, le projet 1, on peut le faire en incluant les composantes du projet 2. Et là, ça mettait tout le monde d'accord. Et c'est là où tu vois que l'intelligence collective, quand on phosphore tous sur un sujet, on arrive à trouver des clés, des solutions qui sont assez épatantes en fait. Et du coup, tout le monde est content, tout le monde s'y retrouve en plus. Donc c'est chouette. Et encore une fois, dans le monde qui s'écrit sous nos yeux là, on a un peu comme l'impression quand même qu'il va falloir phosphorer ensemble. Et arriver à trouver des solutions ensemble, de se rallier derrière un leader qui décide de tout. Ça risque de générer des frustrations ou des complications peut-être. Et puis dans l'idée d'intelligence collective, on a aussi comme idée que aujourd'hui on a défini notre campus avec un référentiel, avec une charte, avec un mode de fonctionnement, mais que les participants, on voit au chapitre aussi, pour faire évoluer la chose également. Donc, un peu au modèle des écoles démocratiques, justement, par exemple, où, tu vois, s'il y a un point du règlement qui enquiquine tout le monde, et puis qui est vraiment entravant à plein d'égards, on peut le rediscuter. Et puis on remet les arguments sur la table et puis on avance ensemble. Et le fait que ce soit co-créé, il y a plein d'exemples comme ça de citoyenneté qui montrent que quand les gens ont fait eux-mêmes les règles, eh bien ils sont beaucoup plus enclins à les respecter aussi, ou à les faire vivre en tout cas. Oui, tout à fait. C'est très valable. Donc, ça me permet de rebondir justement sur le 5e pôle, qui est la créativité, et puis cette notion aussi d'expression. Et justement, pourquoi cette créativité est-elle aussi fondamentale, au même titre que la coopération ? Dans le sens où, deux domaines apparemment différents, on pourrait même se dire,
c'est difficile de les faire coopérer ensemble parce que, je sais pas, il y en a un, par exemple, c'est la science, et puis l'autre, ça va être plutôt, je sais pas moi, l'artistique. Est-ce que, justement, cette notion de créativité peut faire émerger justement cette collaboration d'une manière pertinente, intelligente? Complètement. Quand je travaillais dans l'industrie, on travaillait dans l'industrie de la parfumerie, donc dans un domaine où la créativité est... Parce que c'est presque de l'art, en fait. Et une fois, ils nous avaient fait travailler avec des salariés de chez Airbus. Donc on était dans des domaines complètement différents, mais eux, il fallait qu'ils soient créatifs dans le domaine technique. Et en fait, on a confronté, d'une certaine façon, nos façons de travailler, nos façons de faire, de phosphorer et de créer. Et c'était passionnant, parce qu'en fait, on se rend compte que les processus de création, que ce soit pour de la technique ou pour de l'art, eh ben, il y a quand même des démarches qui se rapprochent, qui sont analogues. Il y a des outils qui peuvent être transversaux entre les différents domaines. Du coup, oui. Je sais plus bien quelle était la question, mais oui. Voilà. Oui, est-ce que c'est comment cette créativité, elle était vraiment une compétence fondamentale au même titre que la coopération? C'était ça, en fin de compte. Donc forcément. Pour le monde qui s'écrit, je crois qu'on a besoin d'être inventif. Complètement. Si on prend par exemple l'exemple de la danse et l'écriture, comment ces pratiques, en fin de compte, peuvent permettre aussi de se reconnecter à soi et aux autres aussi? Dans ce pôle-là que tu es en train de décrire, on a parlé d'expression. C'est aussi bien l'expression artistique, mais aussi l'expression au sens de langage, de communication. Tu as besoin d'échanger et de parler avec l'autre et de comprendre ce que tu as à l'intérieur pour pouvoir l'exprimer correctement, pour que l'autre puisse le recevoir aussi. Si tu veux travailler avec quelqu'un et que chacun reste mutique, il ne va pas se passer grand-chose. Il y a un moment donné, il faut savoir aussi aller à la rencontre de l'autre et réciproquement pour pouvoir avancer ensemble. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, j'en viens au dernier, je crois, Paul. Cette notion de collectif, on est toujours un peu dans le même domaine. Et le mentorat. Alors, pourquoi ce terme mentorat et est-ce qu'il y a une distinction avec le tutorat ou même le coaching? Est-ce que vous auriez voulu prendre un autre mot peut-être, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui correspond tout à fait à ce que vous voulez transmettre, créer? Ce mot-là a fait débat. Tu veux raconter l'histoire? Vas-y. Non, vas-y. Oui, ce mot-là a fait débat. En gros, le fonctionnement du campus, si on voulait essayer de le résumer, je pense qu'on se rapprocherait beaucoup du terme compagnonnage, où tu as un maître et un compagnon. Sauf que le mot maître, il nous dérangeait beaucoup. Parce qu'il est trop connoté à plein d'égards, excepté peut-être dans le domaine des compagnons, mais et du coup le mot mentor collait plus à l'idée qu'on voulait véhiculer, c'est-à-dire quelqu'un qui t'accompagne, donc il y a toujours accompagné comme compagnon, qui te montre la voie, te guide, t'aiguille, mais en te laissant aussi libre d'expérimenter par toi-même, en fait. Là où un tuteur va peut-être être un peu plus en format entonnoir descendant, là, et puis le coach va te pousser pour atteindre des objectifs. Les objectifs, ils évoluent au cours de ta vie, de ton chemin, en fait. Et du coup, le mentor, il va plutôt être là pour t'aider à « Ah, t'as changé de voie, là, gentiment. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est... » Hop, et donc, je t'accompagne. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Une notion d'accompagnement, de guidance, dans le sens où, pour le laisser, bien sûr, vivre ce qu'il a à vivre, mais tout en l'accompagnant au fur et à mesure et en vérifiant que ce qu'il fait soit dans la justesse de ses attentes, oui. De ses attentes, oui, bien sûr, oui. Complètement.
Sachant que chaque participant au campus a un objectif identifié ou une direction, mais que ça peut évoluer, que chaque personne est unique, chaque projet sera unique, et on tenait à faire émerger cette notion de mentor pour dire il y a quelqu'un qui suit individuellement chaque élève pour aller dans une direction. Oui, tout à fait. Oui. C'est là où, pour boucler notre petite boucle du début, là où les formations académiques, et on va pas les incriminer pour ça, mais ont tendance à former des gens un peu de façon industrielle, des profils assez standardisés, en grande quantité, et nous, on fait le choix d'aller plutôt vers quelque chose de plutôt artisanal et des pièces uniques. Oui. Donc ça veut dire des étudiants ou des participants qui font un chemin qui leur est vraiment propre. Ils arrivent avec leur bagage, on diagnostique entre guillemets ce avec quoi ils arrivent, et pour arriver à les emmener là où ils aimeraient aller du mieux possible. Et peu importe s'ils n'ont pas tous le même profil à la sortie. Le maître mot, ils ont forcément des talents différents. Le maître mot reste l'autonomie, parce que c'est quand même le diplôme entre guillemets. Oui, tout à fait. Oui, cette notion d'autonomie qu'on vise, voilà. Et de sens. C'est ça, mais avec des couleurs différentes, on va dire, selon les profils. Tout à fait. Donc notre dialogue touche pratiquement à sa fin. Alors, d'après ce que j'ai compris et l'échange qu'on a eu aujourd'hui, et ce que j'ai pu lire aussi, ce que vous m'aviez donné comme document, ce qui m'a beaucoup intéressé, là je reviens un petit peu au début, c'était que ce campus, c'est quelque chose qui serait plutôt dans un domaine où au départ on désapprend pour pouvoir après réapprendre et apprendre. C'est ça, désapprendre pour réapprendre à apprendre. Ouais, c'est pas mal. C'est ça. C'est alambiqué, mais ça peut ressembler à ça. Oui. Pour faire écho à la notion d'entonnoir là qu'on a évoquée tout à l'heure, oui, on va dire l'école avec un grand E, comme on la vit à peu près tous dans notre société, c'est quand même du savoir descendant, souvent. De moins en moins, mais quand même. Et du coup, là, le jeune qui arrive chez nous, il faut qu'il se mette dans une posture où il n'a pas à ouvrir le bec pour que ça tombe dedans, mais plutôt, il devient acteur véritablement de sa formation, en fait. Donc, ça veut dire se connaître bien pour savoir comment je comprends, comment j'apprends les choses, comment j'appréhende les choses, comment je les partage avec les autres, comment les autres me les partagent. Et puis, il n'y a plus cette notion un peu de hiérarchie, sachant et apprenant. On est tous dans un co-apprentissage. Tu vas m'apporter des choses que je ne connais pas, et réciproquement, je peux t'apporter des choses aussi. Et peu importe si on a 20 ans d'écart, et peu importe si on vient de domaines différents, on a forcément des choses à s'apporter. On est dans une expérience de vie. C'est ça. Avant tout. Avant tout, tout à fait. Oui, c'est intéressant, parce que cette notion de désapprendre, c'était dans le sens... comme déconditionné. Tu dis, c'est-à-dire qu'effectivement, surtout qu'en plus c'est des gens souvent qui ont le bac, donc ils ont eu tout un cursus, on va dire, traditionnel. Et donc là, on rentre dans quelque chose de totalement nouveau, donc ça peut être déstabilisant aussi. Et en plus, le but c'est pas de mettre en défaut l'apprentissage qu'il a eu, c'est juste de lui montrer autre chose qui va pouvoir lui apporter une certaine façon aussi de voir certaines choses qu'il a pu apprendre avant, quoi. Tout à fait. Donc ça peut être déstabilisant, effectivement. Ma dernière question, pour ceux qui souhaitent s'inscrire. C'est les infos pratiques. Donc globalement, pour faire un petit récap, notre campus, c'est quand même véritablement pour des gens qui se sont exprimés dans ce sens et qui cherchent justement, qui sont en quête de sens, de variété, de vivre différentes expériences, de faire, d'être acteur de sa formation, d'apprendre pour soi et non pour la note, de coopérer et non d'être en compétition.
Donc on cherche des candidats motivés. Ici, on a les outils, les compétences, les locaux sur place. On les emmène sur des projets concrets, des coopérations, des stages, dans l'idée de valoriser leurs expériences et leur faire un portfolio de projets au rythme de chacun, sur mesure évidemment. Donc on a un référentiel avec 6 domaines que tu as dépilé là, Oui, qu'on a parcouru tous ensemble. C'est diplômant ou non, selon ceux qui veulent accéder à un diplôme ou pas. On part du niveau avec lequel la personne arrive. Comme je disais tout à l'heure, on fait comme un diagnostic, on va dire, ou un état des lieux de ses compétences acquises et puis de ce vers quoi il tend. L'idée, c'est de l'accompagner à travers différents supports, donc des ateliers, tout un tas de ressources, livres, vidéos, etc., ressources documentaires, mais qui vont lui correspondre. Si tu es plutôt visuel et que je te propose des ressources sonores, ça va pas être commode pour toi. Donc, il faut qu'on adapte au mieux. En termes temporels, on est sur une formule avec une vingtaine d'heures par semaine, idéalement sur site, mais je pense aussi à des personnes qui habiteraient très loin et qui pourraient pas forcément se déplacer toutes les semaines. On aménagerait une formule où ils peuvent aussi travailler de chez eux. Maintenant, il faut quand même arriver à être sur place pour vivre ce qui s'y vit, mais ça peut être sous une autre forme, c'est à voir. Les jeunes peuvent être amenés donc à être ici évidemment, mais à être en stage aussi, ou à mener des projets de leur côté avec une asso, pour eux-mêmes ou dans leur famille ou avec leurs amis, que sais-je. L'idée, c'est quand même qu'ils prennent part au projet du lieu, de près ou de loin. Donc tous les projets qui se vivent ici, on a des événements, on a des activités de culture, de recherche, de chantier, etc. Donc ça, il faut. Et donc comment s'inscrire ? Nous, on attend là dès maintenant. Puisque, comme tu l'as compris, la saisonnalité fait qu'on est en hiver, donc gentiment, les nids commencent à se construire pour pouvoir y mettre les œufs et voir éclore les projets. Eh bien, on attend CV, lettre de motivation, entretien, pas de profil type. On accueille toutes les personnes qui se présentent, et puis on imagine de faire évidemment quelques journées d'essai dans les deux sens pour que les personnes arrivent à palper s'ils se sentent bien ou pas. On cherche des personnes curieuses, motivées, dégourdies, sociables ou prêtes à tout ça, en tout cas. Et du coup, ça commence maintenant et tout le temps. C'est-à-dire qu'on peut prendre les candidatures au fur et à mesure qu'elles arrivent. On ne s'inscrit pas dans un schéma académique avec une année scolaire de septembre à juin. C'est au fur et à mesure que les personnes se présentent. Et on étudie toutes les candidatures. Alors, avant de vous donner le mot de la fin, je voulais vous remercier. Merci beaucoup de m'avoir accueilli chez vous. Et ce fut un réel plaisir d'échanger ensemble, surtout sur un sujet aussi important qui est l'éducation, dans un monde où effectivement les choses sont pas forcément faciles actuellement, surtout dans cette notion de sens dont on a parlé. Mais voilà. Et à la fin donc de cette conclusion, je passerai ce teaser que vous avez fait justement pour donner un peu l'envie aussi et voir un peu le lieu, puisque c'est vrai qu'on a commencé avec la chapelle qui était à l'entrée, on va dire, de l'écodomaine, mais il y a plein d'autres choses à découvrir, bien sûr. Eh bien, je vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, pour conclure, merci en tout cas de l'invitation. On est ravis d'avoir eu ces échanges-là. On est ravis de soutenir aussi ta chaîne qui fait sens. Tous les sujets que tu développes dans cette chaîne nous parlent, résonnent, et dans les 6 pôles de compétences qu'on a vus de notre campus, il y a à chaque fois on trouve des petits mots-clés qu'on peut retrouver aussi dans ta chaîne. Donc on est ravis de cette cohérence, et on te souhaite tout plein de bonheur dans tes prochaines vidéos. Merci en tout cas pour les échanges. Eh bien, merci beaucoup et à très bientôt pour de nouveaux dialogues. Merci.
Et si apprendre, ce n'était pas seulement avec la tête. Ici, on apprend avec les mains, avec le vivant et avec les autres. Ici, on découvre qu'apprendre, c'est cultiver, créer, coopérer, exposer, réfléchir, expérimenter, danser, en conscience, ensemble, sans compétition. Notre rythme, c'est celui du vivant. Le printemps, pour faire éclore les projets. L'été, pour les épanouir. S'il fait trop chaud comme ça, elles se mettent à l'entrée de la ruche, enfin certaines se mettent à l'entrée. L'automne, pour les assimiler et les partager. Et l'hiver, pour se recentrer et imaginer les futurs projets. Technique, créativité, pensée critique, coopération. On comprend le monde en le vivant, pour tendre vers l'autonomie. On vient ici pour trouver du sens, se réorienter, retrouver confiance et cultiver l'autonomie pour un monde vivant.